Comment expliquer qu'un petit corps expéditionnaire musulman ait pu, en quelques mois à peine, faire tomber l'un des plus anciens royaumes d'Europe occidentale? Par quels mécanismes politiques, militaires et sociaux l'islam a-t-il pu s'imposer durablement en péninsule ibérique à partir de 711? Et surtout, comment les conquérants ont-ils légitimé leur pouvoir sur une population majoritairement chrétienne sans recourir à des conversions massives ni à une occupation militaire omniprésente? La conquête de l'Hispanie visigothique ne saurait être réduite à une simple opération militaire. Elle soulève des questions fondamentales sur la nature des expansions islamiques, sur la fragilité des structures politiques visigothiques, mais aussi sur la dynamique d'implantation d'un pouvoir religieux nouveau dans un territoire chrétien. S'agit-il d'un processus de domination classique fondé sur la force, ou bien d'un système plus complexe mêlant pacte, fiscalité, hiérarchie religieuse et intégration progressive? Entre djihad idéologique, stratégie d'alliance locale et logique de conversion sociale, cette séquence historique invite à réfléchir plus largement sur les modalités d'expansion impériale, les formes de légitimation du pouvoir et les résistances actives ou passives des sociétés soumises. C'est cette mécanique de conquête, d'imposition et de légitimation que nous allons tenter d'analyser ici à partir du cas emblématique d'Al-Andalus. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. La conquête de l'Espagne en 711 ne repose pas sur une force numérique écrasante, mais sur une élite militaire tribale aguerrie et parfaitement soudée. Issue des tribus arabes et des berbères récemment islamisés, cette armée est animée par une puissante dynamique religieuse et sociale, le djihad, c'est-à-dire le combat sur le chemin de Dieu. Ce n'est pas seulement une guerre sainte au sens étroit, mais une entreprise impériale à la fois spirituelle et politique visant à étendre l'autorité de l'islam sur des territoires jugés décadents, injustes ou infidèles. Cette force conquérante se distingue par une forte solidarité interne, forgée dans la culture tribale du désert. Ces combattants ne sont pas encore sédentarisés ni absorbés par la logique de l'impôt ou de l'administration. Ils vivent en marge des structures étatiques classiques et forment un groupe soudé par des liens d'honneur, de loyauté et de foi. Leurs campagnes militaires sont menées non pour servir un pouvoir distant et bureaucratique, mais pour incarner une mission, imposer l'ordre musulman, garantir la justice divine et intégrer de nouvelles terres dans la communauté des croyants. Cette cohésion idéologique est renforcée par une centralisation religieuse et politique autour du califat qui fournit un cadre à l'expansion. L'arabe devient la langue du pouvoir, du droit et de la religion, structurant un empire qui impose une vision du monde articulée où la conquête s'accompagne d'une restructuration politique et fiscale. Chaque victoire militaire permet non seulement le prélèvement du butin, mais aussi l'intégration des populations conquises dans un ordre impérial fondé sur la supériorité religieuse et juridique de l'islam. L'armée musulmane agit ainsi comme l'avant-garde d'un projet global, unifier les terres soumises sous une seule foi, une seule loi et une seule autorité politique. Sa mobilité, sa discipline et sa foi commune lui donnent une efficacité redoutable face à des royaumes européens souvent divisés, affaiblis et déchirés par les conflits internes. C'est cette force compacte, missionnaire et organisée qui rend possible en quelques années la conquête de l'essentiel de la péninsule ibérique. La conquête de l'Espagne en 711 est menée par Tariq ibn Ziyad, un commandant berbère placé sous l'autorité du gouverneur omeyyade d'Ifriqiya, c'est-à-dire Moussa ibn Nusayr. Contrairement à une image longtemps centrée sur les seuls arabes, cette expédition repose essentiellement sur des troupes berbères islamisées
récemment intégrés dans l'Empire musulman à la suite des premières campagnes en Afrique du Nord. Ces troupes proviennent de groupes berbères ralliés à l'islam après les longues guerres de conquête en Ifriqiya, l'actuelle Tunisie et Algérie orientale, où la soumission des tribus ne fut ni immédiate ni uniforme. La révolte de ces populations en 739-742 montre bien que leur islamisation n'est pas encore solidement enracinée, mais dans les années 710, un noyau fidèle à l'autorité musulmane se forme autour de Moussa ibn Nusayr qui envoie ses contingents au-delà du détroit de Gibraltar dans le cadre d'une campagne rapide de prise de contrôle du royaume wisigoth. Si les chiffres précis restent discutés, les sources évoquent une armée initiale de 7000 hommes, composée donc en majorité de berbères convertis, accompagnés d'un petit nombre de cadres militaires arabes servant d'encadrement et de relais au pouvoir califal. Si vous en êtes encore là, à ce stade de l'épisode, c'est que ce podcast vous plaît, non ? Alors soyons clairs, vous êtes officiellement membre de la confrérie des passionnés d'histoire. Et qui dit confrérie, dit devoir sacré. Votre mission est la suivante. Premièrement, vous abonner à la chaîne. Alors c'est gratuit, promis, même en période d'inflation. Deuxièmement, laissez un like pour dire à l'algorithme « Oui, ce contenu mérite d'exister ». Et troisièmement, un petit commentaire, même un simple smiley ou un tout petit message, c'est tout bête, mais ça change tout pour le référencement. C'est grâce à vous que je peux continuer à raconter ces récits, à faire revivre notre histoire commune. Et franchement, quand je vois vos retours, vos likes, vos abonnements, ça me donne juste envie de creuser encore plus loin. Alors merci d'être là et bonne écoute à vous. Après la première victoire sur le roi wisigoth Rodrigue à la bataille de Guadalete, Moussa ibn Nusayr envoie à son tour 12 000 renforts, également en majorité berbères, portant le total des forces musulmanes engagées à environ 18 000 à 20 000 hommes selon les reconstructions traditionnelles. On peut donc estimer que les troupes berbères représentent largement plus des 2/3 de l'ensemble du corps expéditionnaire, voire encore davantage. Ce sont donc les berbères islamisés qui forment la colonne vertébrale de la conquête, occupant Tolède, Séville, Mérida et poussant jusqu'au contrefort des Pyrénées. Si Tariq ibn Ziyad est resté célèbre dans l'historiographie musulmane pour sa bravoure et son discours enflammé avant la bataille, discours justement où il ordonne de brûler les navires pour empêcher tout retour sur le continent africain, c'est en réalité l'ensemble du processus impérial qui rend cette campagne possible. Les troupes berbères sont intégrées à un dispositif militaire et administratif structuré, piloté depuis Damas, où siège le calife omeyyade, c'est-à-dire le chef de l'État, enfin ici de l'Empire musulman. Le succès initial repose donc sur une alliance pragmatique. Les Arabes détiennent le commandement stratégique, l'encadrement idéologique, par notamment l'islam et la langue arabe, et la légitimité califale. Les Berbères fournissent quant à eux la force de frappe locale, une armée mobile, endurante et parfaitement adaptée à la guerre de mouvement. Cet usage militaire des Berbères récemment conquis préfigure d'ailleurs un schéma impérial plus large où les populations périphériques islamisées sont mobilisées au service du centre impérial, tantôt comme soldats, tantôt comme colons. La puissance de l'empire islamique au moment de la conquête de l'Espagne tient en grande partie à sa solidité de son appareil d'État, mis en place par les califes omeyyades, donc de 661-750. Depuis leur capitale de Damas, les Omeyyades bâtissent une structure impériale centralisée capable d'intégrer rapidement de vastes territoires conquis, tout en assurant un minimum de cohérence politique, religieuse et administrative. L'un des instruments majeurs de cette unification est l'imposition de la langue arabe comme langue unique de l'administration, de la fiscalité et du pouvoir. Cette réforme est formalisée sous le califat d'Abd al-Malik, entre 685 et 705,
qui ordonne la conversion de tous les documents officiels, jusque-là souvent rédigés alors soit en grec, en pelvi, c'est en persan moyen, ou en copte selon les régions, à la langue arabe. Donc l'objectif de tout traduire dans la même langue, la langue arabe. Dès lors qu'il s'agisse donc d'impôts, de cadastres ou de correspondances officielles, tout doit se faire en arabe. Cette mesure ne vise pas seulement donc l'efficacité administrative, mais aussi la consolidation d'une identité impériale commune, unifiée autour de la religion musulmane et aussi donc de sa langue sacrée. Cette arabisation va de pair avec la centralisation des institutions. Le califat contrôle la nomination des gouverneurs, la perception des impôts, la gestion des terres conquises et l'organisation des armées. Les territoires ne sont pas laissés à des vassaux semi-indépendants ou à des seigneurs locaux, ils sont intégrés dans un réseau de provinces administrées depuis le centre avec des fonctionnaires et des juges dépendant directement du pouvoir califal. Ce modèle offre à l'Empire islamique une cohérence politique et logistique que les royaumes européens de la même époque, souvent morcelés, féodaux ou en proie à des luttes dynastiques, sont incapables d'atteindre. Là où les royaumes comme celui des Wisigoths d'Espagne souffrent d'instabilité politique chronique, de rivalité aristocratique et d'une administration locale fragmentée, l'Empire islamique propose un cadre institutionnel durable, codifié et centralisé. En Andalousie, cette cohérence s'exprime très tôt par l'organisation du territoire conquis en districts fiscaux, par la diffusion rapide de l'arabe comme langue de prestige et d'administration, et par l'envoi de gouverneurs liés par allégeance au califat de Damas. C'est ce système solide et unifié qui permet à un corps expéditionnaire relativement modeste de contrôler en moins de 10 ans une grande partie de la péninsule ibérique. Au lendemain de la conquête de 711, les territoires ibériques tombés sous domination musulmane sont intégrés dans le vaste ensemble de l'Empire islamique sous le nom d'Al-Andalus. Contrairement à l'image d'une province lointaine et périphérique laissée à elle-même, Al-Andalus dépend dans un premier temps directement du califat omeyyade de Damas. Cette subordination n'est pas uniquement administrative, elle est aussi politique, religieuse et symbolique. Le pouvoir des gouverneurs installés à Cordoue ou Tolède ne repose pas uniquement sur la force militaire. Il s'appuie sur une légitimité supérieure, celle du calife, successeur du prophète, considéré comme l'autorité suprême du monde musulman. Le fait de gouverner au nom du calife, de faire lire la khutba, c'est-à-dire la prêche du vendredi, en invoquant son nom, et de frapper la monnaie à son effigie, n'est pas un détail. C'est une marque de souveraineté reconnue et acceptée à l'échelle de tout l'Empire. Elle place les autorités musulmanes d'Al-Andalus dans la continuité institutionnelle du pouvoir central et leur confère donc une aura de légitimité aux yeux des populations conquises. Cette dépendance à Damas structure l'administration locale, les gouverneurs sont nommés par le calife ou par ses représentants directs en Ifriqiya, notamment donc Moussa ibn Nusayr, et n'agissent pas de manière autonome. Ils appliquent les règles de l'islam, collectent les impôts selon les lois califales et organisent la coexistence des différentes populations sous le régime de la dhimma qui garantit une protection juridique aux chrétiens et aux juifs en échange d'un tribut, c'est-à-dire d'un impôt. Dans ce cadre impérial, Al-Andalus n'est pas un royaume indépendant, mais une province islamique au même titre que la Syrie, l'Égypte ou l'Irak. Elle bénéficie donc de l'appareil administratif et fiscal déjà mis en place ailleurs et de la légitimité qui accompagne l'ordre califal. C'est aussi cette dépendance initiale à Damas qui explique la rapidité avec laquelle l'islamisation administrative et linguistique s'opère dans les villes conquises, même si la conversion religieuse des masses reste très progressive.
Ce n'est qu'après la chute du califat omeyyade en 750 et surtout à partir de 756 que la situation change avec l'arrivée d'Abd al-Rahman Ier, dernier survivant des Omeyyades qui fonde un émirat indépendant à Cordoue. Mais pendant plusieurs décennies, le pouvoir musulman en Espagne tire sa légitimité, son autorité et sa stabilité de son appartenance au système impérial omeyyade centré sur Damas. Lorsque les troupes musulmanes franchissent le détroit de Gibraltar en 711, elles ne trouvent pas face à elles un royaume wisigoth unifié et puissant, mais un pouvoir affaibli, fragmenté, par des luttes internes et des rivalités entre clans aristocratiques. Le royaume des Wisigoths, qui domine la péninsule ibérique depuis le 5e siècle, souffre alors d'une instabilité chronique. Les successions royales ne sont pas héréditaires, mais décidées par une assemblée de nobles, souvent sous la pression des armes ou des intrigues. Cela engendre une instabilité politique majeure. L'exemple le plus frappant de cette désunion est précisément celui du roi Rodrigue, ou Roderick, monté donc sur le trône peu avant l'invasion musulmane. Son élection est contestée dès le départ. Il ne succède pas directement à son prédécesseur qui s'appelait Witiza de manière pacifique, mais après une prise de pouvoir par la force, probablement appuyée par une partie de la noblesse militaire. Une autre partie de l'aristocratie, restée fidèle à la dynastie précédente, refuse donc de reconnaître Rodrigue comme le roi légitime. Cette opposition n'est pas simplement théorique, elle va se matérialiser par des soulèvements locaux et des désertions militaires, voire même des complicités actives avec les envahisseurs. Un épisode emblématique de cette trahison est lié à la famille des Witizéens, les proches donc de l'ancien roi Witiza, qui auraient appelé ou favorisé l'intervention musulmane contre Rodrigue. Selon plusieurs chroniques, notamment la chronique mozarabe de 754, certains nobles en lutte contre le pouvoir central auraient délibérément choisi de s'allier aux musulmans pour éliminer un rival politique et rétablir leur influence. L'historien Ibn al-Qutiyya, au Xe siècle, rapporte même que des familles nobles auraient fourni des renseignements ou facilité la progression de Tariq ibn Ziyad dans le sud de l'Espagne. On y reviendra quand je parlerai de la conquête. Ce contexte d'instabilité explique en partie la défaite rapide de Rodrigue à la bataille du Guadalete, près de Xérès en juillet 711. Isolé, mal soutenu, il affronte l'armée musulmane avec une troupe réduite, sans l'appui décisif des grandes familles aristocratiques, ni celui de l'Église, dont l'influence était cruciale dans les affaires du royaume. La mort de Rodrigue, probablement noyé dans la bataille, scelle non seulement la fin de sa dynastie, mais aussi l'éclatement définitif du pouvoir wisigoth, incapable de se reconstituer après cette défaite. Ainsi, la conquête musulmane n'intervient pas dans un espace cohérent et centralisé, mais dans un territoire rongé par les divisions internes, où le pouvoir royal est affaibli, la noblesse fragmentée et la population partagée entre fidélité locale et désillusion politique. Cette désunion des élites facilite considérablement la progression des conquérants, qui trouvent souvent en lieu de résistance acharnée des pactes de reddition des villes abandonnées ou même des collaborations locales. À la veille de la conquête musulmane, le royaume wisigoth est officiellement chrétien et catholique, mais il est traversé par de profondes fractures religieuses qui affaiblissent son unité et sapent la cohésion politique.
Ces tensions ne concernent pas seulement des questions de dogme, mais aussi des oppositions ethniques, sociales et juridiques qui nourrissent le ressentiment de plusieurs groupes de la population. Les Wisigoths étaient à l'origine des chrétiens ariens, c'est-à-dire partisans d'un christianisme qui nie la pleine divinité du Christ. Ce dogme, considéré comme hérétique par l'Église romaine, les plaçait en opposition directe avec la majorité de la population hispano-romaine, catholique depuis l'époque impériale. Ce n'est qu'au VIe siècle, avec le roi Récarède Ier, que les Wisigoths se convertissent officiellement au catholicisme, avec le concile de Tolède en 589. Cette conversion, motivée autant par la politique que par la foi, visait à unifier le royaume et à se rapprocher des élites hispano-romaines. Cependant, cette conversion reste superficielle pour de nombreux nobles wisigoths qui conservent une distance culturelle vis-à-vis de l'Église romaine. Il en résulte un catholicisme d'État plus imposé que pleinement intégré, encadré par des conciles fréquents, mais traversé de tensions latentes entre les structures ecclésiastiques et le pouvoir royal. La majorité de la population de la péninsule est composée d'hispano-romains, chrétiens catholiques de tradition latine. Ces populations, héritières de l'Empire romain, parlent des formes tardives du latin et conservent une culture urbaine, lettrée et juridique distincte de celle des élites wisigothes. Bien que convertis au même christianisme que leurs souverains, ils restent exclus des fonctions politiques et militaires largement réservées aux Goths. Cette hiérarchie ethnique suscite un profond ressentiment. Le catholicisme partagé ne suffit pas à effacer les barrières sociales et légales. La fusion entre Wisigoths et hispano-romains reste inachevée et de nombreuses villes voient dans l'arrivée des musulmans non une catastrophe religieuse, mais une redistribution du pouvoir local plus favorable. Un troisième acteur religieux de poids est constitué par les communautés juives nombreuses et bien implantées dans plusieurs villes d'Espagne, à Tolède, Mérida, Cordoue, Séville. Bien qu'elles aient bénéficié d'une relative tolérance à certaines époques, notamment sous les rois ariens, la situation se dégrade gravement à partir de la conversion du royaume au catholicisme. À partir du VIIe siècle, les conciles de Tolède édictent une série de lois anti-juives visant à interdire le culte, à imposer la conversion forcée, à confisquer les biens et à séparer les enfants juifs de leurs parents pour les faire élever dans la foi chrétienne. Les juifs sont exclus de la vie publique, soumis à la suspicion, parfois accusés de complot contre le royaume. Ces persécutions atteignent leur paroxysme sous le règne de Sisebut et de ses successeurs. Dans ce contexte, l'arrivée des troupes musulmanes est perçue pour de nombreuses communautés juives comme une opportunité de libération. Des témoignages médiévaux, notamment dans la tradition juive séfarade, affirment que des juifs auraient ouvert les portes des villes aux musulmans ou leur auraient fourni un soutien logistique. Bien que ces récits soient à manier avec une certaine prudence, le ressentiment juif à l'égard de la monarchie wisigothe semble incontestable. Avant même la traversée du détroit, le comte Julien, gouverneur de Ceuta, une ville donc située en Afrique du Nord, encore sous influence byzantine mais aux marges du royaume wisigothique, trahit son roi. Selon les chroniqueurs arabes et chrétiens, Julien aurait été gravement offensé par le roi Roderick, soit parce que ces derniers auraient violé sa fille, envoyée à la cour de Tolède pour y être éduquée, soit pour des raisons politiques plus classiques, conflits de loyauté, ambition, vengeance personnelle. Quelles que soient les causes exactes, Julien décide de trahir son roi. Il entre en contact avec les autorités musulmanes d'Ifriqiya et leur propose de faciliter une incursion en Espagne. Il leur fournit des navires pour franchir le détroit, les informe de la faiblesse du pouvoir wisigoth et s'engage à leur offrir un point d'appui. C'est grâce à lui que Tariq ibn Ziyad peut débarquer en 711 à peu près tranquillement avec ses troupes berbères sans rencontrer d'obstacles majeurs. Julien agit ainsi comme un véritable passeur politique et stratégique, rendant la conquête possible.
L'entrée des musulmans en Hispanie commence par un débarquement modeste sous la direction de Tariq ibn Ziyad, lieutenant berbère du gouverneur d'Ifriqiya, Moussa ibn Nusayr. À la tête d'environ 7000 hommes majoritairement berbères, Tariq franchit le détroit de Gibraltar, alors nommé Jabal Tariq, la montagne de Tariq en sa mémoire, avec l'objectif initial de mener un raid, mais l'opération se transforme rapidement en une conquête territoriale à grande échelle. Le choc décisif a lieu à l'été 711 lors de la bataille du Guadalete contre les forces du roi Rodrigue. Celui-ci, monté sur le trône, donc comme on l'a dit dans un climat de tension et de forte contestation, se retrouve avec une armée qui est très divisée. Plusieurs chroniques, tant chrétiennes que musulmanes, rapportent que certains nobles wisigoths, notamment les partisans de la famille de Witiza, refusent de soutenir Rodrigue et désertent le champ de bataille au moment décisif, ou voire même se rallient directement aux envahisseurs. Les fils de Witiza, selon certaines traditions, auraient même conspiré avec les musulmans dans l'espoir de récupérer le trône. Cette trahison, qu'elle soit légendaire ou factuelle, illustre bien la faiblesse du lien d'unité entre le roi et l'aristocratie, un facteur décisif dans l'effondrement du pouvoir militaire wisigoth. La mort de Rodrigue, probablement noyé dans une rivière en tentant de fuir, laisse le royaume décapité. Il n'y a pas de pouvoir central pour organiser une résistance et chaque ville ou province se retrouve livrée à elle-même. Après la victoire au Guadalete, Tariq et ses hommes marchent vers le cœur du royaume. Ils prennent Tolède, l'ancienne capitale wisigothe, sans grande résistance. La ville est abandonnée par les élites, probablement pour éviter la répression ou dans l'espoir de négocier avec les nouveaux maîtres. On parle de pacte de reddition passé entre des chefs musulmans et certaines familles aristocratiques locales qui acceptent de se soumettre en échange de la conservation de leurs terres et privilèges. À Écija et Mérida, la résistance est plus forte mais reste isolée. Les garnisons sont vaincues une à une. Les armées musulmanes continuent à progresser, accueillies parfois comme des libérateurs dans des villes lassées de l'autoritarisme fiscal et religieux du régime wisigoth. Pendant ce temps, Moussa ibn Nusayr, constatant le succès inattendu de son lieutenant, débarque à son tour avec 12 000 soldats supplémentaires et marche vers le nord en passant par Séville et Cordoue. Les deux chefs opèrent ensuite à une jonction militaire, consolidant le contrôle sur toute la Bétique, donc le sud de l'Espagne, et une grande partie de la région centrale. En 714, les forces musulmanes atteignent Saragosse, clé stratégique du nord de la péninsule. Là encore, les chroniques signalent des pactes locaux passés entre les autorités musulmanes et les élites locales, qui acceptent la domination musulmane en échange de la protection des biens et des cultes. Ce mode de conquête, fondé sur la négociation, la soumission contre impôts et l'intégration des notables, se répète de ville en ville. Les musulmans franchissent alors les Pyrénées, prenant Narbonne en 719 et poussant jusqu'à Nîmes, Agde et Béziers. Mais cette extension en territoire franc rencontre bientôt ses limites. Si les divisions du royaume wisigoth ont permis une avancée rapide en Espagne, les structures du pouvoir franc sont bien plus solides et l'unité carolingienne émergente s'apprête à organiser la contre-offensive. Comme je le disais, cette avancée en Gaule est rapidement stoppée. Une première fois par une contre-attaque franque. En 721, le gouverneur musulman Al-Sam mène une expédition vers le nord-ouest visant Toulouse, capitale du duché d'Aquitaine. Il y affronte le duc Eudes d'Aquitaine qui réussit une manœuvre décisive. Alors que la ville est assiégée, il parvient à lever une armée de secours et attaque les musulmans par surprise. Al-Sam est alors tué au combat et son armée subit une lourde défaite, perdant plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers de combattants. Cette victoire chrétienne majeure est le premier véritable frein à l'avancée musulmane en Gaule. Elle montre que, contrairement à l'Espagne, le tissu politique local, ici représenté par les ducs d'Aquitaine, peut encore résister efficacement. Malgré l'échec de Toulouse,
les troupes musulmanes reprennent l'initiative sous la conduite du nouveau wali d'Al-Andalus, Anbassa ibn Souyam al-Kalbi, en 725. Elles lancent donc un raid foudroyant qui les conduit jusqu'à Autun, donc en Bourgogne, bien au-delà de la Septimanie. Cette campagne de grande envergure confirme que les ambitions musulmanes sont impériales. Il s'agit de porter le djihad au cœur de l'Europe et non de s'arrêter à ses marges. Cependant, cette poussée audacieuse et coûteuse, difficile à maintenir. Les troupes doivent parcourir de longues distances dans un territoire chrétien hostile, avec des bases arrières comme Narbonne ou Nîmes qui sont isolées. Le tournant décisif intervient en 732 à la célèbre bataille de Poitiers. Le général musulman Abd al-Rahman al-Rafiki mène une grande expédition à travers l'Aquitaine, pillant Bordeaux, remontant la vallée de la Loire. Mais il se heurte à l'armée franque, alors dirigée par Charles Martel, qui est le maire du palais des Mérovingiens. La bataille est violente et déterminante, bien que les sources exagèrent parfois son importance. En fait, on peut considérer peut-être que la bataille de Toulouse avait plus d'importance que cette bataille-là. Elle marque un vrai coup d'arrêt stratégique à l'expansion musulmane. Abd al-Rahman est tué, son armée mise en fuite. C'est la fin des grandes incursions musulmanes vers le nord. À partir de là, les Francs prennent progressivement l'initiative. Dans les décennies suivantes, les Carolingiens reprennent systématiquement les places fortes musulmanes au sud. Avignon est libéré en 737, Nîmes et Béziers sont reconquises peu à peu, et enfin Narbonne, dernier bastion musulman en Gaule, est repris en 759 par Pépin le Bref, qui est le père de Charlemagne, après un siège de plusieurs années. Cette reconquête progressive et assez rapide met fin à l'épisode andalou de la Septimanie, qui aura duré 40 ans. Les musulmans sont définitivement refoulés au sud des Pyrénées. À première vue, les incursions musulmanes au nord des Pyrénées, donc de Narbonne à la vallée de la Loire en passant par la Bourgogne, peuvent sembler relever de simples expéditions de pillage, visant à s'emparer de richesses et de captifs. C'est effectivement un objectif assumé. Dans l'univers guerrier des premiers siècles de l'islam, le bulletin est à la fois une récompense économique, mais aussi un signe de légitimité divine. La guerre, dans ce contexte, n'est pas un désordre temporaire, mais un mode structurant de relation au monde et une manière pour la communauté des croyants, l'Oumma, de s'étendre et de manifester sa supériorité. Mais réduire ces campagnes à du brigandage organisé serait une grave erreur d'analyse. Ces opérations s'inscrivent dans une vision impériale, pleinement assumée, celle d'un islam conquérant qui se considère chargé d'étendre l'ordre divin au monde entier. Le djihad tel qu'il est compris à l'époque n'est pas une simple obligation religieuse individuelle, c'est un devoir collectif de l'État, un instrument de la souveraineté califale et une manière de soumettre les peuples à la loi de Dieu. Ce devoir s'accompagne d'une administration religieuse et fiscale clairement codifiée avec l'instauration de la jizya, l'impôt payé par les dhimmis, et la gestion des terres conquises. Les troupes engagées dans ces campagnes reflètent cette logique. Elles sont souvent composées de berbères islamisés et d'esclaves soldats ou de mercenaires ralliés par la promesse du butin. Ces hommes ne combattent pas seulement pour la richesse, mais aussi pour leur place dans un empire en expansion, qui promet des terres, une position sociale et l'intégration à une élite conquérante. La guerre est ainsi un outil de promotion sociale au service d'un projet impérial de très grande ampleur. Ainsi, la dynamique militaire musulmane dans le sud de la Gaule, bien qu'interrompue par la défaite de Poitiers et la reconquête de Narbonne, témoigne d'une volonté réelle de projection impériale au-delà même des besoins purement économiques. Elle repose donc sur une idéologie universaliste, celle de l'islam, qui se donne pour objectif d'imposer cette religion, non pas seulement en Afrique du Nord ou en Arabie, mais dans le monde entier. Contrairement à l'image d'une conquête uniquement violente et brutale, même si évidemment les combats et la conquête est forcément violente et brutale,
l'extension musulmane en Al-Andalus s'est aussi appuyée donc sur des stratégies politiques raffinées, notamment par la conclusion de pactes locaux. De nombreuses villes espagnoles, plutôt que de résister militairement, ont préféré négocier leur soumission en échange de la préservation de leurs biens, de leur culte et de leur autonomie locale. Alors ces accords sont appelés sulh, ce qu'on appelle la paix négociée, et s'inscrivent dans la logique de la dhimma, le statut juridique accordé aux gens du livre, donc les chrétiens et les juifs, dans l'empire islamique. Ces pactes permettaient à la population locale de rester sur place, de continuer à pratiquer leur religion, de conserver les autorités locales en échange donc du paiement d'un impôt qui s'appelle la jizya. On détaillera tout ça juste après. Parmi les exemples concrets signalés dans les sources, on retrouve plusieurs villes majeures qui ont signé ces pactes. On retrouve donc Tolède, la capitale du royaume wisigoth, qui est prise, comme je l'ai dit, sans siège, et la population est en très très grande partie donc épargnée. Saragosse, plus au nord, est également mentionnée comme ayant négocié une forme de reddition, et ce qu'on peut dire, c'est que cette logique impériale, elle s'inspire des pratiques déjà mises en place ailleurs dans l'Empire, et notamment en Syrie et en Mésopotamie. Ces accords renforcent l'image d'un empire plus souple que brutal, capable d'adapter son avancée militaire à des réalités locales et de s'assurer de la loyauté des villes par des moyens politiques, fiscaux et religieux plutôt que par la terreur seule. La jizya, en tant qu'impôt de capitation, est ici l'élément clé de la paix sociale dans les territoires conquis. Après la phase de conquête militaire et les premiers pactes de soumission, les autorités musulmanes organisent progressivement un ordre social fondé sur la distinction religieuse. Au cœur de ce système se trouve le statut de dhimmi appliqué aux non-musulmans, donc principalement les juifs et les chrétiens. Si l'on revient sur ces pactes, notamment sur le plan religieux, on peut dire que le mot dhimmi, issu du droit islamique, signifie littéralement protéger. Mais cette protection n'est en réalité qu'une soumission institutionnalisée, imposée aux non-musulmans, principalement les chrétiens mozarabes, si on prend le cas d'Al-Andalus, dans le cadre d'un ordre social hiérarchisé fondé sur la supériorité absolue de l'islam. Dès les premiers temps de la domination musulmane, ce statut s'impose non comme un compromis pacifique, mais comme une forme légale d'oppression religieuse et sociale, justifiée par la charia et appliquée avec rigueur. La dhimma est une situation d'humiliation permanente imposée aux chrétiens, vécue comme telle et non comme une tolérance bienveillante. C'est ce qu'on verra dans le prochain podcast, on verra que cette situation a amené les chrétiens à se révolter contre cette situation. Les dhimmis doivent verser la jizya, un impôt personnel explicitement présenté dans les textes comme une marque de soumission. Selon la sourate 9-29 du Coran, les gens du livre doivent la payer avec humilité en se sentant abaissés. Ce n'est pas une taxe ordinaire, c'est un rite d'abaissement rituel dans lequel le chrétien vient verser la somme devant l'autorité musulmane, parfois avec un geste symbolique d'humiliation. Certains récits évoquent des gifles rituels, des gestes de prosternation ou le fait de devoir se présenter tête baissée. Le pouvoir musulman impose également des interdictions religieuses strictes. Les dhimmis ne peuvent construire de nouvelles églises, restaurer celles qui tombent en ruine sans autorisation, ni célébrer publiquement leurs rites en dehors des quartiers chrétiens. Il leur est strictement interdit de convertir un musulman ou de critiquer l'islam sous peine de mort. Ce système ne tolère donc aucune égalité. Il impose une ségrégation religieuse, juridique et sociale fondée sur la soumission permanente. Contrairement à l'idée reçue d'une tolérance andalouse, cette situation n'est acceptée que par résignation, jamais par adhésion. Les chrétiens l'enduraient, non par choix, mais parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Ils vivaient sous une domination politique étrangère dans un système où leur infériorité était codifiée dans la loi et constamment rappelée dans la rue.
Les chrétiens qui acceptent cette domination sont appelés les Mozarabes. Ils forment une population soumise, utile, notamment dans les villes comme Tolède, Cordoue ou Séville, où ils continuent à pratiquer leur foi, ils conservent leurs évêques et leurs monastères, tout en évoluant dans un monde désormais dominé par l'islam. Cette situation permet aux autorités musulmanes de maintenir l'ordre sans provoquer de soulèvement, en offrant une tolérance conditionnelle encadrée et fondée sur l'humiliation. Les Mozarabes, donc c'est les chrétiens d'Al-Andalus qui vivent sous domination islamique, donc les Mozarabes typiques du statut de dhimmi vivent dans une forme d'intégration sans assimilation. Ils adaptent leur langue à un latin romanisé influencé par de l'arabe, leur comportement public et parfois leurs habitudes culturelles, mais restent marginalisés dans les cercles du pouvoir. Le pouvoir musulman se légitime ainsi comme autorité dominante et ordonnatrice capable de gouverner un pays plurireligieux tout en conservant la primauté absolue de l'islam. Mais cette légitimation repose sur une domination assumée. Les chrétiens ne sont ni égaux ni pleinement protégés. Leur statut est fragile, soumis à la volonté des gouverneurs, à la pression de l'opinion musulmane et à une législation qui peut évoluer au détriment de leurs droits. À long terme, cette pression engendre des conversions opportunistes ou forcées, car l'islam devient la seule voie d'accès à la pleine citoyenneté, à l'honneur social et au poste administratif. En lien avec ce que je viens de dire, l'un des aspects les plus structurants de la conquête musulmane de l'Espagne tient à la capacité des nouveaux maîtres à intégrer des segments de l'élite locale, en particulier des nobles chrétiens marginalisés ou exclus par le pouvoir wisigoth. Loin d'être une occupation brutale et extrêmement rigide, le pouvoir musulman d'Al-Andalus s'ouvre rapidement à des alliances locales, favorise les ralliements et intègre les convertis, qu'on va appeler les Muwalladoun, dans l'appareil administratif et social. Après l'effondrement du royaume wisigoth, on a un certain nombre de grandes familles hispano-romaines ou wisigothes déclassées qui vont se rapprocher des autorités musulmanes. Dans plusieurs cas, elles choisissent de se convertir à l'islam, souvent par pragmatisme plus que par conviction, pour préserver leur rang, leur terre et participer au nouveau système de pouvoir. Les sources mentionnent que des groupes de notables locaux se rendent dans la cour des conquérants dès les premières années de la domination musulmane. Ces ralliements sont encouragés par les autorités conquérantes qui voient dans l'intégration de ces élites une manière d'asseoir leur autorité sans multiplier les conflits armés. Cette intégration se manifeste notamment par l'émergence de la classe des Muwalladoun, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, les convertis, les chrétiens convertis à la société musulmane. Ce groupe en constante expansion devient une composante essentielle d'Al-Andalus. Il fournit des administrateurs, des lettrés, parfois même des chefs militaires, et constitue un pont entre la population chrétienne et le pouvoir islamique. Le phénomène est si massif qu'il oblige les autorités musulmanes à adapter leur discours et leur politique. D'un côté, ils doivent ménager les Arabes et les Berbères qui forment l'élite militaire conquérante, de l'autre, ils doivent reconnaître le rôle croissant de ces nouveaux convertis dont l'arabisation et l'islamisation contribuent à la stabilisation de la société andalouse. Ce processus n'est pas uniquement social, il est politique et impérial. En intégrant les élites locales, les autorités musulmanes reproduisent un modèle impérial classique, fondé sur l'association, la délégation et l'ouverture conditionnelle à ceux qui acceptent la nouvelle légitimité. À terme, cette intégration des Muwalladoun renforce la cohésion d'Al-Andalus tout en assurant une transition post-conquête moins conflictuelle qu'ailleurs dans le monde islamique. En somme, la conquête musulmane de l'Espagne ne fut pas une simple razzia, mais une entreprise impériale structurée, portée par une élite conquérante unifiée par l'islam et facilitée par l'effondrement du pouvoir wisigoth. En moins de 10 ans, l'essentiel de la péninsule passe sous la domination musulmane, au prix de pactes, de trahisons et d'alliances locales.
Mais cette domination n'abolit pas les anciennes populations. Les chrétiens restés en terre d'islam, les Mozarabes, vont devoir s'adapter à un nouveau monde, dans lequel ils ne sont plus maîtres, mais tolérés, protégés parfois, surveillés souvent. Leur condition va évoluer, oscillant entre coexistence pacifique, marginalisation et répression. C'est ce destin ambigu, celui des chrétiens d'Al-Andalus, que nous explorerons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Ça change vraiment tout au niveau du référencement et du placement de mes podcasts dans l'algorithme. Encore merci et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.